qui peuvent vous accompagner sur le sujet de l'alternance aussi, puisque en tant qu'employeur, vous avez plusieurs acteurs à votre disposition, les prescripteurs de l'emploi comme l'APEC, les partenaires autour du handicap comme l'AGFIP, évidemment le CFA, et ça sera l'éducation populaire aujourd'hui qui sera avec nous pour nous présenter tout ça. Et puis, vous aurez un témoignage entreprise aussi pour pouvoir aussi vous partager des pratiques qui ont été mises en place dans certaines entreprises qui ont maintenant l'habitude d'avoir recours à ces dispositifs de recrutement en alternance. Donc, on va commencer, si vous le voulez bien, par rentrer un peu dans le détail du sujet. Quand on parle d'alternance, finalement, de quoi on parle exactement? Le recrutement en alternance, je pense que beaucoup d'entre vous savent à peu près de quoi il s'agit, hein. C'est finalement un contrat de travail qui va se faire un peu en alternance, comme son nom l'indique, pour la personne qui va être parfois en entreprise et puis parfois dans un centre de formation. Selon les dispositifs, ça va être un CFA, un centre de formation des apprentis, ou bien un organisme de formation. Quoi qu'il arrive, le principe reste le même, on le verra, il y a 2 contrats, mais le principe reste le même. C'est bien d'alterner pour la personne, 2 périodes et in fine, d'obtenir une qualification ou une certification professionnelle, c'est-à-dire un diplôme en fait, pour que, à la fin, la personne ait les compétences qui lui soient reconnues. Et on le verra d'ailleurs, parfois, pouvoir l'embaucher à l'issue, dans l'entreprise même, puisque dans la cohésion sociale, on a pas mal de transformations à l'issue des contrats en alternance, en CDI, en CDD. C'est souvent un sas de recrutement, en tout cas quand la personne souhaite arrêter ses études. Pour commencer, on va passer en revue alors très rapidement, hein, les 2 dispositifs, de l'alternance, de recrutement en alternance. Je le disais assez rapidement puisque, l'objectif, c'est pas forcément de rentrer dans le détail. On a beaucoup d'interventions aujourd'hui. On a l'objectif de tenir le timing. Donc évidemment, j'aurais plein de choses à vous dire sur les dispositifs, mais je vais essayer d'être assez succinct et surtout, vous le verrez, vous aurez dans le support différents liens qui vous permettront finalement d'accéder à une information complémentaire, mais surtout, pour ce qui concerne l'uniformation, en tout cas, on a des conseillers emploi-formation et des délégations territoriales partout en France et vous aurez les coordonnées pour les contacter puisque, en fait, c'est aussi ces personnes-là qui pourront vous accompagner de manière individualisée sur vos projets, sur votre projet. Si c'est juste une présentation plus poussée ou une idée déjà que vous avez de recrutement en alternance, et là, l'objectif pour Uniformation, en tout cas, ça sera de vous accompagner sur tout votre projet. Le contrat d'apprentissage, d'abord, c'est sans doute le plus connu aujourd'hui, dans nos secteurs, mais même dans tous les secteurs d'activité. Le contrat d'apprentissage a été fortement porté ces dernières années et on en a beaucoup entendu parler. C'est un dispositif qui s'adresse plutôt à un public jeune, de 16 à 29 ans, même si on a des dérogations, hein, qui permettent, de ne pas avoir de limite d'âge, notamment, dans certains cas pour les personnes en situation de handicap, par exemple. Mais globalement, ça s'adresse plutôt à des personnes qui sont dans leur début de carrière ou même dans leur parcours de formation initiale. Et on a énormément d'apprentis qui sont très jeunes pour le coup et qui n'ont pas encore découvert le monde de l'entreprise. C'est une découverte de l'entreprise à travers l'apprentissage. C'est pas que ça, parce qu'à 29 ans, évidemment, on peut avoir s'être formé à un métier et puis venir se reconvertir en apprentissage. Il y a aussi ça. Mais il faut avoir en tête, en tout cas, qu'historiquement, le contrat d'apprentissage, c'est plutôt l'objectif d'accompagner un jeune, un apprenti dans son parcours de formation initiale. Mais en fait, le contrat d'apprentissage, c'est globalement un contrat de travail, avec des règles particulières. Il y a quelques spécificités et notamment liées au fait qu'on a un public jeune, donc il y a des protections supplémentaires, de ces personnes-là. Mais ça s'appuie quand même sur une partie sur le contrat de travail qui peut être, en contrat, qui peut être limité, ou en CDI. On peut signer un contrat d'apprentissage en CDI. Donc au début, la personne, suit son contrat d'apprentissage de manière classique, et puis quand elle obtient sa certification, elle bascule là aussi sur un CDI classique dans l'entreprise. Parfois, ça peut être rassurant pour les 2 parties, hein, d'ailleurs, de se dire qu'on signe quelque chose à durée indéterminée et que c'est à une période de formation au début, mais qu'à la fin, on a déjà certitude d'avoir le CDI. C'est forcément à temps plein, le contrat d'apprentissage, et on a une période d'essai, une période probatoire qui va être de 45 jours de période en entreprise. Période en entreprise, ça veut dire qu'on compte vraiment tous les jours où l'apprenti est en entreprise. Donc en réalité, la période d'essai peut être assez longue, pour pouvoir aussi, que chacune des 2 parties puisse se jauger pendant cette période-là. Là, c'est le contrat d'apprentissage et puis on a un second contrat qui est le contrat de professionnalisation.
Le contrat de professionnalisation, c'est le deuxième contrat de recrutement en alternance qui existe, qui là est beaucoup plus, qui s'adresse à tous les publics finalement, puisqu'on a des particularités là aussi pour les publics jeunes, hein, de 16 à 25 ans qui n'ont pas de diplôme. Mais dans l'ensemble, à partir du moment où les personnes sont en recherche d'emploi, ce dispositif est fait pour elles, et ce sans limite d'âge. Et donc, dans nos secteurs d'activité, on a aussi parfois, on accueille aussi énormément de personnes en reconversion professionnelle tout au long de leur vie. Et donc ça, c'est typiquement un dispositif qui est beaucoup plus adapté pour pouvoir permettre à une personne de se reconvertir, de se former et d'accéder du coup à un nouvel emploi. C'est quand même un petit peu l'idée du contrat de professionnalisation. Comme le contrat d'apprentissage, l'objectif, ça reste d'obtenir un diplôme qui peut être un peu plus large, hein, puisque sur le contrat de professionnalisation, on peut préparer ce qu'on appelle un CQP, un certificat de qualification professionnelle, qui est un diplôme plutôt de branche. On en a dans certaines de nos branches, dans la cohésion sociale, alors que le contrat d'apprentissage, on se limite tous les diplômes et titres qui sont enregistrés au RNCP. Donc il y a une petite ouverture sur le contrat de professionnalisation aussi sur ce point-là. Et là, c'est pareil, c'est un contrat de travail, là pour le coup, qui se rapproche vraiment d'un contrat de travail. On a beaucoup moins de particularités sur le contrat de professionnalisation, qui peut être pareil en CDD ou en CDI, et parfois à temps partiel. Sur le contrat de professionnalisation, c'est possible. Il faut toutefois, évidemment, que ça soit cohérent avec le parcours de formation. Et donc, évidemment, il faut tenir compte des périodes en formation. C'est plus compliqué parfois de faire du temps partiel sur les périodes en formation, mais en tout cas, tout ça est tout à fait possible. J'ai vu qu'il y a des questions qui commencent à arriver, donc n'hésitez pas à les poser et j'essaierai d'avoir Oui, un petit oui, temps tout à la à fin. fait. À la fin, on te donnera le temps pour Exactement. répondre. Merci Martine. Voilà pour les deux dispositifs, hein. Encore une fois, je ne rentre pas beaucoup plus dans le détail, mais n'hésitez pas. Je vais laisser le... Hop là, merci Martine. Mais par contre, dernier point qui est important d'aborder, c'est le tutorat. C'est inhérent en fait à un contrat en alternance, hein, un contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Dans les deux cas, le tutorat est obligatoire. Le tutorat, c'est quoi? C'est la personne référente dans votre entreprise qui est salariée de votre structure, qui peut être potentiellement le dirigeant aussi, hein, qui va accompagner l'alternant tout au long de son contrat. C'est le référent pour cette personne-là, c'est la personne qui va l'accompagner dans ses premiers jours pour découvrir parfois le monde de l'entreprise, hein, quand c'est un public jeune. Mais c'est aussi lui qui va être le garant finalement de la progression aussi et l'évolution des compétences de l'alternant tout au long de son parcours. Il est en lien souvent avec l'organisme de formation et l'idée, c'est pouvoir justement de faire du lien entre ce qui est fait en entreprise et ce qui est fait en centre de formation. C'est obligatoire, je l'ai dit, c'est le premier point. C'est fondamental, évidemment, dans la réussite. C'est vraiment, on le voit clairement, hein, quand il y a des ruptures de contrat d'alternance, le tutorat est souvent en cause, pas que, mais c'est qu'il y a eu parfois le tuteur qui n'avait pas forcément le temps qui va bien pour accompagner, etc., surtout au début. Parce qu'évidemment, ça demande quand même du temps au début d'être tuteur pour accompagner la personne. De moins en moins, comme tout salarié, en fait, hein, au fur et à mesure que la personne devient autonome, évidemment, on a moins besoin de l'accompagner, mais malgré tout, c'est fondamental. Il faut que ça soit une personne qui soit volontaire, parce qu'évidemment, sinon, ça ne peut pas bien se passer, et qui ait certaines conditions de compétences professionnelles, soit un diplôme au moins équivalent à celui préparé par l'alternant, soit quelques années d'expérience professionnelle. Ça, c'est important. Et évidemment, on va limiter le nombre d'alternants encadrés par un même tuteur, qui va dépendre du contrat, mais globalement, on ne dépassera pas 3 alternants pour un tuteur. Et sur le contrat d'apprentissage, c'est même 2 apprentis, et éventuellement un troisième s'il y a un redoublement. Et dernier point important à avoir en tête, c'est que des formations sont proposées à ces personnes parce que ça s'apprend d'être tuteur en fait, hein. C'est pas forcément toujours évident quand on n'a jamais encadré personne et même quand on a été manager d'ailleurs, c'est pas là tout à fait la même chose, c'est pas la même posture. Et donc les formations permettent, qui sont assez courtes, hein, 1, 2, 3 journées maximum généralement, qui peuvent aussi se faire en distanciel, en présentiel. Il y a tout un tas de formats qui peuvent exister. Les CA, les organismes de formation peuvent vous en proposer. Uniformation vous en propose directement accessible en ligne sur notre catalogue de formation. Et quoi qu'il arrive, on prend en charge les formations. Même si vous passez par un autre organisme de formation, sachez qu'on prend en charge la formation de votre tuteur maître d'apprentissage à hauteur de 15 € de l'heure et 40 heures maximum. Donc n'hésitez pas vraiment à former vos tuteurs, c'est fondamental. Et ça peut se faire en amont de la signature du contrat ou pendant le contrat, les deux options sont possibles. Voilà sur ces points. Et puis, on va passer aux aspects financiers également, puisque ça, c'est important. Et juste après cette partie-là, je reviens sur les quelques questions qui sont abordées.
Sur les aspects financiers, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, en tant qu'opérateur de compétences, Uniformation finance les contrats en alternance. Sur les 2 contrats, on va financer le coût pédagogique, hein, le coût de l'action de formation, mais d'une manière différente. Sur l'apprentissage, on va se financer on va prendre en charge ce qu'on appelle les niveaux de prise en charge, qui sont finalement des forfaits qui sont déterminés par la branche, notamment, qui vont couvrir une grosse partie des coûts de formation et qu'on va directement payer au CFA. Donc clairement, vous avez une charge administrative en moins, vous n'avez pas à gérer l'aspect facturation, etc. Il peut y avoir par contre un reste à charge pour l'entreprise qui est parfois obligatoire. On a une participation obligatoire qui a été mise en place depuis l'année dernière quand on vise un diplôme licence, master, les hauts niveaux de qualification. Là, on a une participation obligatoire qui a été mise en place. Mais même quand ce n'est pas le cas, parfois le coût pris en charge par Uniformation ne suffit pas à couvrir tout le coût de la formation et il peut y avoir parfois un reste à charge. Ce n'est pas toujours le cas, souvent il n'y en a pas, mais en tout cas, c'est des éléments à avoir en tête. Et surtout, si vous avez un projet de formation, on a des outils qui sont à disposition pour que vous puissiez savoir quelle est notre prise en charge en fonction de la certification visée et quel serait, vous, éventuellement, en tant qu'entreprise, votre reste à charge. Donc sur l'apprentissage, ça fonctionne de cette façon-là. Et sur le contrat de... Et oui, autre point important avant de passer au contrat pro, c'est les aides qui peuvent exister, puisque au-delà de la prise en charge de la formation, l'État a mis en place une aide au recrutement d'un contrat d'apprentissage. Dans certains cas, Uniformation apporte aussi une aide. L'aide est différente selon la situation. Vous le voyez apparaître à l'écran. Pour les apprentis en situation de handicap, l'aide est de 6 000 €. Et à cela, Uniformation rajoute une aide aussi à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage de 1 380 € sur les contrats. Et en revanche, pour tous les autres apprentis, vous avez le tableau qui s'affiche à la droite de l'écran et le montant de l'aide en fait, qui est versé par l'État va varier en fonction du niveau de la certification visée et de la taille de votre entreprise. Cette aide est versée pour la première année de contrat. Mais pareil, les outils qui sont à votre disposition intégreront aussi toutes ces aides pour vous faire une simulation financière complète. Vous aurez le lien à la fin du support, on y reviendra tout à l'heure pour accéder à ces outils. Une fois que j'ai dit ça, excusez-moi, j'essaie juste de passer la slide. Hop, tout va bien. Une fois que j'ai dit ça, on en vient au contrat de professionnalisation et on terminera là-dessus. Le contrat de professionnalisation est pris en charge aussi par Uniformation, mais de manière un peu différente, puisque là, en fait, autant sur l'apprentissage, on a un forfait horaire, un forfait global pour tout le contrat. Sur le contrat de professionnalisation, on va être plus sur une prise en charge horaire, c'est-à-dire que pour chaque heure de formation réalisée, Uniformation vous verse un forfait de 15 €. Donc là, pour le coup, c'est à vous en tant qu'employeur de nous envoyer les attestations, les certificats de réalisation pour nous dire on a eu tant de réalisation. Et nous, derrière, on vous verse une aide de 15 €, une prise en charge, pardon, c'est pas une aide, une prise en charge de 15 €, qui est majorée là aussi à 18 € si l'alternant est en situation de handicap. Vous avez tous les éléments et encore une fois, vous avez les outils qui pourront répondre à votre situation personnalisée pour savoir concrètement combien ça va vous coûter un contrat d'alternance. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a d'autres éléments qui peuvent vous être mobilisés quand l'alternant est en situation de handicap et les alternants ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs. J'ai terminé ma partie. Je crois qu'on a quelques questions que je vais essayer, Oui, à laquelle je vais tout essayer de à répondre. fait. Alors, tu y réponds en direct live Oui, ou on va ça... essayer, ouais. Bah oui, parce que comme ça, ce sera mieux. Alors moi, j'ai un petit souci, décidément, ce matin, j'ai vraiment pas de peau. Une question de Nadia. Bonjour, comment peut-on gérer le contrat d'une personne déjà en CDI qui reprend des études en alternance au sein de la même structure? Eh ben, dans ce cas-là, si la personne a moins de 29 ans, la personne peut signer il est possible de lui faire un contrat d'apprentissage. Ce sera un avenant en fait à son contrat de travail et qui durera le temps de la formation. Et à la fin de sa formation, elle reprend son poste initial. Mais là, la condition, c'est que la personne ait moins de 29 ans, puisque ça, c'est pas possible sur le contrat de professionnalisation. Alors, la chef de Muriel souhaite savoir s'il est possible d'accueillir une apprentie pour 2 ans, mais en commençant par un contrat d'1 an qu'ils pourront renouveler l'année suivante. Non, c'est pas possible. En fait, si c'est un contrat de 2 ans, c'est parce que la formation dure 2 ans. C'est la durée nécessaire pour obtenir et pour passer la certification et en fait, le contrat doit couvrir toute la période puisqu'il y a l'obligation qu'à l'intérieur du contrat, on ait le passage de la certification. Donc il n'est pas possible de conclure un contrat que pour la première année. Par contre, parfois, à l'inverse, il est possible éventuellement de conclure un contrat que pour la dernière année. Mais ça ne répond pas tout à fait aux besoins. Mais voilà, dans certains cas, s'il y a le passage de la certification à la fin, c'est possible.
mais que sur la première année d'une formation en 2 ans, c'est pas possible. Pierre-Henri souhaite savoir si dans mon entreprise, un salarié en contrat CDI part ensuite se former en contrat d'apprentissage au sein de mon entreprise, donc en CDD. Si je souhaite le faire partir à l'issue de son contrat d'apprentissage, suis-je sur le régime du CDI avec licenciement, démission, rupture conventionnelle, ou tout simplement son contrat s'arrête car fin de contrat d'apprentissage? Et non, s'il est déjà en CDI, c'est bien le Oui, CDI qui reprend la qui, main derrière. qui En fait fait, foi. Ouais. l'apprentissage, ça sera qu'un avenant au CDI pour, encore une fois, encadrer la période de formation. À la fin de la période de formation, quoi qu'il arrive, il est obligé, enfin, il y a obligation de revenir sur son CDI. Après, s'il y a rupture, là, c'est du coup tout ce Ouais. qui concerne les CDI qui s'appliquent. Véronique nous demande: la participation obligatoire de 750 € est-elle imposée par l'OPCO ou le CFA? Ni l'un ni l'autre, elle est imposée par l'État, en fait. Ah, C'est une réforme qui a eu lieu l'année dernière, c'est les textes réglementaires qui imposent ça. Le CFA est obligé de vous le facturer et l'OPCO, du coup, est obligé de déduire de sa prise en charge les 750 € et c'est bien une obligation légale. alors j'ai une question, je ne comprends pas la question, mais peut-être que toi tu vas la comprendre. Bonjour, est-ce qu'il est possible de connaître l'outil pour savoir notre participation, s'il vous plaît? Oui, je pense que ça réfère à ce que j'ai dit, c'est qu'on a un outil, un simulateur en fait qui va Ah, permettre de calculer le coût de la formation, le coût intégral d'un contrat et votre reste à charge. Et vous aurez le lien juste à l'issue, dans la quatrième, cinquième partie, je crois, on revient sur les outils et vous aurez le lien et aussi tous les autres outils qui peuvent vous être utiles. alors peut-on maintenir le salaire du salarié CDI qui bascule en alternance CDD ou CDI? Absolument, c'est tout à fait Oui, possible c'est et même conseillé. c'est même conseillé, oui, parce que le salaire d'un alternant quand même, c'est moins bien payé qu'une personne en CDI. Alors, un salarié en CDI peut-il être tuteur s'il a la compétence? Ou un salarié en CDD, je pense, peut-il être Alors tuteur non, s'il a la oui, compétence? Je pense CDDI, que c'est c'est bien ça, ça. oui, C'est ouais. un CDDI en fait, c'est un contrat particulier dans Régulier, oui, l'écriture tout à fait, d'insertion. oui. OK. Oui, alors, c'est assez particulier sur ce point-là, à condition que la personne soit là sur toute la période du contrat aussi. Il va y avoir des éléments comme ça et à condition que la personne ait bien toutes les compétences. C'est pas bloquant en soi, en théorie. Après, encore une fois, il faut bien s'assurer que toutes les autres conditions soient bien réunies et que la personne Hem, soit là sur toute la durée du contrat, que ça voilà, qu'il soit bien prévu. Si c'est un contrat de 3 ans, alors ça peut être long. il me semblait que l'aide au tutorat n'était plus d'actualité. Et en fait, elle a été revue en fait l'année dernière, celle qui est versée par l'OPCO et là, elle est uniquement sur le contrat d'apprentissage, elle est uniquement versée quand l'apprenti est en situation de handicap, alors qu'avant elle était versée à tout le monde. Et sur le contrat pro, par contre, elle est bien, de nouveau accessible à tout le monde, et majorée si l'alternant est en situation de handicap. Et ça change tous les ans. Heu, une demande d'Ophélie, le tuteur a-t-il une prime versée par l'OPCO? Jean-Christophe, tu verses des primes? Non, pas de prime directe, mais encore une fois, ce qu'on appelle l'aide à l'exercice de la fonction tutorale, maître d'apprentissage, c'est une aide qui est versée à l'employeur, après qui en fait Voilà. ce qu'il veut. S'il souhaite la reverser à son tuteur, maître d'apprentissage, c'est possible, mais nous, on ne va pas payer directement le tuteur, le maître d'apprentissage. Allez-vous aborder les formations anciennement dites Pro A? Et non, puisque le dispositif a disparu, on ne va pas Disparu? aborder la proie aujourd'hui. Ça n'existe plus. Y a-t-il un salaire minimum pour un alternant? Le SMIC comme pour un salarié? Ouais, Ouais, c'est des pourcentages de SMIC, je ne les ai pas remis là, mais vous les avez oui. sur notre site internet, sur le site de l'État et surtout sur notre simulateur, ça va le calculer automatiquement. Mais oui, je vous confirme, il y a des minimums de rémunération obligatoires et qui peuvent même être un peu différents dans votre branche professionnelle selon les branches. Alors, Muriel nous pose cette dernière question. L'aide à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage versée par l'OPCO de 1 380 € est-elle possible pour toutes les alternantes ou seulement pour les porteurs de handicap? Sur l'apprentissage, c'est uniquement pour les alternants en situation de handicap. Et je réponds à la deuxième question aussi, j'enchaîne. Oui, Sur le contrat d'apprentissage, on est bien uniquement à temps plein, alors que là. sur le contrat de professionnalisation, il peut y avoir du temps partiel, je confirme. Comment cela se passe lorsque le tuteur ou maître de CAP quitte l'entreprise? Heu, S'il quitte l'entreprise, en fait, il va falloir nous trouver un Ou nouveau un maître autre? d'apprentissage Mmh, tuteur, c'est obligatoire. ouais. Voilà. Merci beaucoup, pour toutes vos questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à le poser directement dans le chat. Je normalement, c'est à moi de prendre la main.
Je ne sais plus comment faire. Je ne sais plus comment ça Normalement, marche. j'ai arrêté mon contrôle, tu Ah dois non, l'avoir. non, mais ça y est, c'est tout parfait. Bien. Alors, je vais vous parler maintenant des étapes importantes pour recruter un alternant. Jean-Christophe en a déjà largement abordé, notamment sur le rôle et le choix du choix du tuteur. Mais tout de même, il y a différentes étapes pour bien anticiper. Je vous ai remis les activités de la PEC, on va passer rapidement. Alors, déjà, pour bien trouver votre alternant, il va falloir déjà définir, savoir ce que vous allez rechercher par rapport aux besoins ou à la formation, au niveau souhaité au sein de votre structure. On est bien d'accord que l'alternant est une personne qui est en formation, qui a peut-être un certain niveau d'expérience ou de compétences qu'il a pu développer de par des stages ou de précédentes expériences d'apprentissage. Mais en tout cas, on est bien d'accord que ce n'est pas une personne qui va être opérationnelle tout à fait au poste visé. On est bien dans une phase d'apprentissage, encore d'apprenance. Donc, l'objectif, on est là pour savoir, voilà, quel est le niveau souhaité, quelle mission il va mener. Est-ce que les missions qu'on va lui confier sont compatibles également avec les périodes de présence au sein de l'entreprise, mais aussi de formation, voilà, que va suivre l'alternance. Et puis, est-ce que surtout, moi, le poste, les missions que je vais lui proposer sont bien en lien avec la formation que je vise ou que l'alternant peut viser. Choisir le maître d'apprentissage, le tuteur, on est bien d'accord, Jean-Christophe l'a dit, c'est vraiment votre allié sur le terrain. Choisir la formation et repérer les organismes qui la dispensent, le contrat en alternance le plus adapté sur vous. Ça, c'est vraiment Bertrand de Ruineau qui va vous en reparler très clairement. Et puis surtout, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que vous allez pouvoir vous aider à la fois sur l'OPCO, vous appuyer sur l'OPCO et sur l'organisme de formation, mais tout de même, vous êtes aussi maître de votre destin, hein, j'ai envie de vous dire, dans ce projet de recrutement et de cible. Donc, on va vous laisser quand même des éléments, la rédaction du profil, la rédaction de l'offre d'emploi. C'est vous qui allez pouvoir enfin, qui allez devoir la rédiger en sachant que typiquement la PEC ou France Travail peuvent vous aider dans la rédaction de l'offre. Nous sommes là pour ça. Et puis, il y a effectivement une e-formation qui peut vous aider à identifier la bonne formation, vous orienter vers les bons organismes et les CFA, et puis qui surtout qui vont vous aider dans le choix du contrat. Alors, l'offre d'emploi, malgré tout, ça reste le premier levier pour recruter. Vous allez pouvoir trouver par d'autres biais, notamment les réseaux, la cooptation, voilà, peut-être également vos relations écoles, mais surtout vraiment, je trouve le bénéfice de l'offre d'emploi, ça va être vraiment de redéfinir, de mettre à plat les différentes missions, de reparcourir le profil recherché avec la formation, les compétences de base vraiment nécessaires à tenir le poste en sachant que l'alternant va développer voilà, sa pratique professionnelle à la fois chez vous, mais également au niveau de l'organisme de formation, qu'il va grandir au sein de votre structure. Donc, il faut aussi vraiment penser au profil en devenir que vous allez pouvoir, voilà, c'est une petite fleur qui va grandir au sein de votre entreprise. Et puis surtout, l'offre d'emploi, ça va être une vraie opportunité de communication RH et de valoriser, de mettre en lumière les avantages que vous avez au sein de votre structure. Euh, L'offre d'emploi, ça va être aussi un moment
où vous allez bien reconstruire l'émission du poste et peut-être de valider est-ce que c'est vraiment un alternant que je cherche sur une mission pré-bac ou post-bac, voire études post-licence. Se reposer la question, voilà, est-ce que mon poste est compatible avec un poste de junior ou pas? Ou est-ce que c'est un petit peu un CDI déguisé pour des profils, alors je parle au nom de l'APEC, donc voilà, pour des profils vraiment plus capés, avec plus d'expérience, et qu'il sera le tuteur, voilà. Est-ce que le profil de mon tuteur pourra accompagner, pourra développer les compétences de mon futur alternant? On vous propose quelques job boards pour publier vos offres d'emploi. Alors évidemment, on vous propose en premier lieu tous les acteurs du service public, France Travail, la bonne alternance, l'APEC également pour les profils à partir de bac plus 3 et plus. Mais il y a d'autres structures. Il y a l'emploi ESS dans le secteur de la cohésion, du monde de l'économie sociale et solidaire, la bourse d'emploi, de l'USH. Un jeune, une solution aussi, qui est un dispositif d'étape. Et puis après, il y a Engagement Jeune, qui est aussi un site qui est plus ou moins gratuit en fonction de la taille des entreprises, la bonne alternance. Et puis après, il y a Walt et Make Sense, qui sont alors Walt est spécialisé dans l'alternance et Make Sense, comme son nom l'indique, est plutôt orienté sur les métiers à impact, les métiers à sens, dont la cohésion sociale fait totalement partie. Ne pas oublier également tous les forums et salons organisés par votre OPCO. Et puis nous aussi, à la PEC, on organise quelques forums. Et voilà, comme je vous le disais, plutôt à partir de bac plus 3 et plus. Jean-François, François, tu reviendras sur les événements dédiés pour les profils en situation de handicap de ton côté. Alors, je vous ai mis l'exemple d'une offre d'emploi qui est vraiment presque parfaite. Alors, c'est une vieille offre parce que j'en ai jamais retrouvé des aussi belles. Mais en tout cas, vraiment, il faut que dans l'offre d'emploi, faut vraiment que vous ayez une présentation de votre entreprise, de votre activité, de sa taille, voilà, de votre budget, de votre stratégie ou en tout cas de votre projet d'entreprise et surtout les motifs, voilà, les valeurs, les éléments qui font vraiment que vous êtes fier de votre entreprise pour montrer le meilleur aux candidats et à ce jeune alternant pour rejoindre votre entreprise. Le poste, il faut vraiment expliquer qui va encadrer ce futur alternant, les principales missions et les différentes tâches confiées. Au niveau du profil, le profil initial voilà, pour lequel le candidat doit avoir, le diplôme visé également, parce qu'on peut avoir, et notamment nous à la l'APEC, on le voit souvent, on a des entreprises qui recherchent pour faire des Master 1, des profils diplômés de Master 2. Alors, c'est pas du tout une erreur, c'est juste qu'ils ont fait des copier-coller d'offres et que du coup, dans l'offre d'emploi d'alternance n'a plus de sens, et notamment pour les candidats qui postulent. Bien identifier les premières compétences en sachant que le profil du candidat est en devenir et qu'il va apprendre au sein de votre structure et surtout anticiper le besoin en savoir-être et en posture que le candidat devra avoir au sein, enfin voilà, pour réussir la mission au sein de votre entreprise. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas obligé de demander une lettre de motivation, même si c'est sur certains métiers, ça reste quand même un élément important pour voir le niveau d'expression et voir les motifs pour rejoindre votre entreprise. De moins en moins d'entreprises l'exigent. Alors, on va passer sur l'offre là, mais je vous avais fait un petit quiz, voilà, pour voilà, selon vous, qu'est-ce qui pouvait être amélioré dans cette offre d'emploi? L'offre n'est pas forcément hyper inclusive, elle exige beaucoup de choses, avec notamment des éléments discriminants.
penser que voilà, l'offre d'emploi et encore plus l'offre en alternance ne doit pas comporter un des 26 éléments de discrimination et reste ouvert à un large public. De toute façon, vous pourrez regarder voilà, l'offre qui a des petits éléments. On cherche quelqu'un de certaines écoles avec certaines expériences, voilà, qui est pas du tout, qui ne permet pas de s'identifier un large public. Alors, autrement, qu'est-ce qui se joue lors de l'entretien de recrutement? Vraiment, l'entretien de recrutement, ça va vous permettre de bien comprendre les motivations du candidat, de l'alternant à rejoindre votre entreprise, analyser ses premières expériences passées, de bien évaluer son souhait de formation, les objectifs de ses missions et quelle sera sa capacité à grandir, à se développer au sein de votre entreprise et comment le tuteur pourra l'accompagner également. Et comme le reprécisait tout à l'heure en introduction Jean-Christophe, c'est que l'alternant, c'est un futur collaborateur. Voilà, si la période se passe bien, bah, peut-être que demain vous allez l'embaucher. Donc vraiment vérifier ces premiers éléments de motivation et de savoir-être au cours de l'entretien. Alors, j'ai fait un petit point sur la génération Z avec la génération A qui va bientôt arriver dans vos entreprises. C'est vrai qu'ils attendent beaucoup plus de liberté, mais aussi beaucoup de feedback de la part de leur entreprise. On sait qu'il y a une vraie attente entre l'équilibre vie pro, vie perso. Euh, Ça, c'est déjà des éléments qui sont très présents dans le secteur de la cohésion sociale, avec un besoin aussi du sens de leur mission qu'ils vont accomplir. Donc, je pense que là, vous remplissez quand même globalement beaucoup de cases. Anticiper l'intégration également de l'alternant, être en relation le plus tôt possible à partir du moment où votre choix se porte sur lui ou que lui porte son choix sur votre entreprise. N'hésitez pas à le contacter pour voir s'il a peut-être trouvé un logement, s'il a bien regardé son temps de trajet, voilà, si son CFA également a reçu toutes les informations. N'hésitez pas à rentrer aussi en contact avec le CFA. Ça, je pense que Bertrand, tu vas revenir largement dessus. Et le jour J de son arrivée, voilà, essayer de lui faire un accueil avec le tuteur, qu'il puisse rencontrer toute l'équipe. J'ai envie de vous dire que ça va être une intégration comme un autre collaborateur. Et puis surtout, veiller à ce que les premiers jours, voilà, ben, il puisse avoir des points réguliers avec son tuteur. S'il doit s'absenter pour se rendre en cours, veiller à ce que voilà, la jointure se fasse correctement. Voilà, essayer de faire régulièrement des points d'étape et surtout, on est dans une période de transmission des savoirs. Donc, l'accompagnement du tuteur au sein de la structure, mais également lors de sa période de formation au sein du CFA, reste vraiment très, très important dans le rôle du tuteur ou du maître d'apprentissage. Alors, comment identifier le tuteur ou le maître d'apprentissage? Jean-Christophe en a parlé, je remets une petite couche. Vraiment prendre, enfin, déjà peut-être faire un tour d'horizon en termes de management qui peut se faire soit au moment des entretiens annuels ou peut-être au moment de l'entretien de parcours professionnel. Identifier des profils qui seraient intéressés, ne jamais forcer quelqu'un à être maître d'apprentissage, voir si la personne a suffisamment de disponibilité, de temps et d'accompagnement et une vraie envie de faire grandir un jeune au sein de la structure. Toujours être en lien avec l'école et toujours valider le déroulé des apprentissages et l'acquis des connaissances et des compétences entre les périodes d'école et les périodes de présence en entreprise. Je sais que les entreprises sont très sensibles, voilà, à former des apprentis qui pourront, si malheureusement elles ne peuvent pas rester au sein de leur entreprise, ben, avoir un très bon niveau sur le marché parce que ça permet aussi à une entreprise bah, de valoriser sa marque employeur
aussi au niveau de son écosystème. Je vous rappelle qu'Uniformation prend en charge une partie de formation des maîtres d'apprentissage, permet également des formations clés en main dédiées aux tuteurs. Et puis, voilà, il y a également quelques aides. Je laisse la parole à Jean, à Jean-Christophe, non, à François de Maillard. François. J'ai pas de questions, j'imagine. Moi, j'ai jamais de Non, non, j'en questions. ai pas vu passer. Ouais, super. Alors, juste, François, je te laisse la main. Je- Non, normalement, tu l'as. Très bien. Je Alors, te donne le contrôle et normalement, tout est bon. je prends le contrôle. Très bien. Alors, je te donne le contrôle. C'est bon pour toi ou pas? Je ne te vois pas. Je ne Ah, vois pas je te le... vois. Voilà. Vas-y. Clique. Ça n'apparaît pas. Ah, ça y est, Voilà. ça apparaît. Parfait. Parfait. Ah, oui, il faut que je revienne en arrière. Voilà, très bien. Donc, je vais vous présenter d'abord en quelques mots la GFIP. Ensuite, je vous présenterai le cadre de l'apprentissage spécifiquement pour les personnes en situation de handicap, les avantages financiers concernant les contrats en alternance, c'est-à-dire les deux contrats que l'on a évoqués, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, les aides financières et services pour compenser les situations de handicap de la GFIP et des ressources pour favoriser le recrutement. Ce que Alors, je ne vois pas Si, l'accès au contrôle. remonte un petit peu. Non. Ah, voilà. Bon, je sais pas ce qui s'est Bon, passé. Quelqu'un a cliqué pour je toi. très bien, c'est parfait. Voilà. Alors, d'abord, je vais commencer par la GFIP. Donc, la GFIP a été créée en 1987 suite à la loi qui a fixé une obligation d'emploi pour les entreprises de 20 salariés et plus à un taux d'emploi d'au moins 6% de personnes reconnues travailleurs handicapés. Les entreprises qui n'ont pas atteint ce taux dans le secteur privé et qui ne sont pas sous accord sur le handicap, vont verser une contribution qui arrive à la GFIP. Et la GFIP a en charge d'optimiser ce fonds pour favoriser l'accès à l'emploi et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. On va intervenir, on va le voir plus en détail, auprès des personnes en situation de handicap, qu'elles soient en recherche d'emploi, en formation, en alternance ou en contrat dans le secteur privé. On va intervenir auprès des entreprises du secteur privé et on va intervenir auprès des organismes de formation, dont les CFA et les formations, oui aussi pour les personnes en contrat de professionnalisation à ce niveau-là. Donc, on va venir en détail apporter ces précisions. Ce que fait quelques spécificités sur l'apprentissage. Vous avez bien sûr bien compris le contexte de l'apprentissage, vous le connaissez aussi. Quelques précisions sur les personnes en situation de handicap. Je vais définir la notion de situation de handicap par, dans ce cadre-là, des personnes qui ont une reconnaissance, on le voit en bas de page, des personnes qui ont un titre, qui vont bénéficier de la loi sur l'obligation d'emploi. Cette obligation d'emploi, c'est ce dont je parlais avec ce taux d'au moins 6% d'emploi pour les personnes ayant un de ces titres présents. Donc les titres, principalement celui qu'on connaît un peu tous, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais il y a également l'allocation adulte handicapé, la pension d'invalidité, la rente pour accident du travail ou maladie professionnelle avec un taux de 10% et plus, la carte d'invalidité ou CMI invalidité, c'est le nom officiel, c'est CMI, carte mobilité inclusion invalidité. Et puis pour les personnes de 15 à 20 ans, parce qu'elles n'ont pas toutes fait des demandes de reconnaissance, dans le cadre de la scolarité, souvent, les personnes vont demander à la maison départementale des personnes handicapées une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou une prestation de compensation du handicap. Donc, quand on a entre 15 et 20 ans, ça vaut reconnaissance au même titre qu'une RQTH et ça ouvrira tous les droits que je vais présenter
mais également, ça permettra de prendre en compte la personne dans son obligation d'emploi et de faire baisser le montant de la contribution qui est à verser à la GFIP ou pour le secteur public d'ailleurs au FIP. Alors, spécificité de l'apprentissage. Pas de limite d'âge quand on a un des titres, c'est-à-dire qu'une personne qui a 55 ans et une RQTH peut faire un contrat d'apprentissage sans aucune limitation. Il y a environ 1% des apprentis qui ont plus de 30 ans. Ce n'est pas uniquement des personnes reconnues travailleurs handicapés, parce qu'on peut avoir aussi des sportifs de haut niveau ou d'autres publics, mais les personnes reconnues travailleurs handicapés sont une part des publics de plus de 30 ans. Très majoritairement, les personnes reconnues travailleurs handicapés sont dans la moyenne d'âge que l'on trouve sur l'apprentissage, c'est-à-dire entre, voilà, sur des âges 16 ans, 17, 18, 20, 25, etc. Voilà, mais une part ont plus de 30 ans. Le référent handicap est obligatoire dans les CFA et également dans les organismes de formation. Il doit y avoir une personne qui intervient sur le champ du handicap. La durée du contrat est de 6 mois à 3 ans, ça c'est classique, c'est pour tous, mais elle peut être portée jusqu'à 4 ans pour une personne qui a une reconnaissance. Et il y a une spécificité pour les contrats d'apprentissage. Il est possible de faire un contrat d'apprentissage à temps partiel pour une personne reconnue travailleur handicapé. Ce n'est pas du tout la majorité des contrats, c'est avant tout des contrats à temps plein. C'est une possibilité qui est présente. Je passe à la slide suivante. Voilà, ça y est. Les aides pour les entreprises. Donc, on va avoir, et on va le voir en slide suivante, des aides pour les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Ces aides, vous les trouverez naturellement sur notre site. Ce sont des liens hypertextes quand vous aurez le document. On a une aide à l'intégration et à l'évolution professionnelle. Je vais l'illustrer très concrètement. Imaginons que vous intégrez une personne qui a un trouble qui nécessite de passer plus de temps d'intégration. Prenons la situation d'une personne qui aura un trouble du spectre de l'autisme qui nécessiterait d'avoir pour un tuteur ou un manager de passer plus de temps d'intégration. Par exemple, au lieu de passer une journée de présentation, ça serait passé par exemple 2 journées. Et du temps d'accompagnement et d'intégration tout au long de la période de 6 mois. Au lieu de passer, par exemple, 2 heures par semaine ou 3 heures par semaine, la personne passerait 4 heures par semaine. Eh bien, on voit qu'il y aura un temps complémentaire passé en compensation du situation de handicap. La GFIP le financerait à l'entreprise. Imaginons que l'on ait 100 heures sur les 6 premiers mois. On prendrait le salaire du manager avec les charges. Imaginons que ce soit 3 000 euros, 30 euros, pardon. Ça ferait 100 fois 30, 3 000 euros. On verserait cette somme dans la limite de 3 150 euros à l'employeur. C'est pour compenser le surcoût lié au handicap. Intégration. On a aussi les aides à l'adaptation des situations de travail. Toutes ces aides sont complémentaires et peuvent être mobilisées pour une même personne. Pour l'adaptation, imaginons que vous ayez besoin d'acheter un fauteuil ergonomique ou un écran plus grand pour une personne en situation de handicap pour compenser sa situation de handicap sur l'avis du médecin du travail. Eh bien, la GFIP apportera une aide à votre entreprise. Vous ferez la demande sur le site de la GFIP. C'est assez simple pour avoir cette aide-là. Idem pour les autres aides. Il y a un service que l'on apporte, que l'on finance, c'est le service d'appui spécifique. C'est quoi? C'est une évaluation de la situation de handicap avec l'identification des solutions d'adaptation et il peut y avoir aussi un accompagnement, que ce soit en formation ou en emploi. Donc, je donne un exemple très précis. Imaginons que vous recrutiez une personne qui a des troubles de l'attention, type un trouble, un TDA. À partir de là, vous pourriez vous poser comme question comment adapter nos séquences de travail, comment est-ce qu'il y aurait des besoins d'adaptation et est-ce que notre manager pourrait avoir des conseils pour mieux accompagner la personne
Et est-ce qu'en formation, il pourrait y avoir des conseils pour faire que cette personne puisse bien suivre ses cours ou dans les meilleures conditions? C'est exactement ce que fait l'appui spécifique. Un bilan avec la personne, l'identification des solutions d'adaptation, par exemple un coussin pour l'aider à bouger, il peut y avoir des solutions techniques, ou une IA qui peut l'aider à recentrer ses connaissances, et une intervention dans l'entreprise avec une sensibilisation ou un accompagnement du manager ou de la personne de type coaching. C'est l'appui spécifique, nous le finançons en totalité, il n'y aura pas de coût pour votre entreprise à ce niveau-là. Pour mettre en place ces situations, ces solutions, vous pouvez les mettre directement Attendez, avec excusez-moi, l'AGEFIP. excusez-moi, j'ai un petit Oui, problème de son. on m'entend? On m'entend ou pas? Oui, François, oui, Très bien, François, on t'entend. très bien. On peut mettre en place ces solutions directement dans l'entreprise, mais avec l'AGEFIP directement. Mais on peut aussi passer par les opérateurs comme Cap Emploi, France Travail ou la mission locale pour être accompagné dans ces démarches, ce qu'on recommande aussi à ce niveau-là. Et bien sûr, le référent handicap du CFA. Je passe en slide suivante sur les aides. Alors, voilà. Les aides financières. Donc, il y a une aide financière directement de la GFIP sur le contrat d'apprentissage qui peut aller jusqu'à 3 000 € si c'est un CDI, c'est plutôt rare. Elle sera de 900 € pour un contrat de 12 mois, 1 700 € pour un contrat de 24 mois et au prorata si c'est des périodes différentes. Elle se cumule avec l'aide à l'embauche en contrat d'apprentissage de l'État qui est de 6 000 € pour les personnes qui ont une reconnaissance du handicap. Et il y aura également pour les entreprises de 20 salariés et plus qui ont à verser une contribution à la GFIP, une diminution de la contribution, puisque le contrat d'apprentissage est un CDD pris en compte dans l'obligation d'emploi. Et donc, si vous aviez une personne, je l'illustre avec un exemple, un apprenti de 24 ans qui a une RQTH qui prépare un bac+3 sur un an dans une entreprise de 100 personnes, eh bien, les avantages seraient de 11 824 €, l'aide de la GFIP, 900 €, l'aide de l'État, 6 000 €, la baisse de la contribution pour une entreprise de cette taille, pour une personne sur une année entière, 9 424 €. À titre de comparaison, pour une personne dans une situation similaire qui n'aurait pas de RQTH, il y aurait uniquement l'aide de l'État qui serait de 2 000 €. Pour un apprenti de 50 ans, pareil, même condition. Alors, je prends une entreprise de 300 salariés. Les avantages seraient de 16 000 €, un peu plus, 16 132. Aide de la GFIP, toujours 900. Aide de l'État, toujours 6 000. Et baisse de la contribution, elle est plus importante pour les entreprises de 250 et plus, ça serait 6 155. Et pour quelqu'un qui a 50 ans et plus, on va majorer de 50% ce montant. Donc, ça ferait environ 10 000 €. Et le tout, 16 132 €. Donc, il y a des avantages économiques à ce niveau-là, un intérêt particulier. C'est aussi un moyen d'augmenter son taux d'emploi pour les entreprises ou de pré-embaucher, bien sûr, des personnes quand on a des difficultés de recrutement. À titre de comparaison, dans une entreprise de 300 personnes, l'aide de l'État, dans ces conditions, serait de 750 €. Je passe sur la slide suivante. Je ne suis pas sur le... Excusez-moi, je ne suis pas très bon sur... Voilà, ça y est, très bien. J'ai été trop vite. Contrat de professionnalisation, même principe. Aide de l'État, aide de la GFIP et l'émission de la contribution. Donc, l'aide de la GFIP sera un peu plus importante. 1 200 € pour un contrat de 12 mois, 2 600 € pour un contrat de 24 mois. Les aides de l'État qui seront à voir avec France Travail, 2 000 € pour une personne de 26 ans et plus sur un contrat d'au moins 10 mois. Et 2 000 € complémentaires, soit 4 000 € pour une personne de 45 ans et plus. Il peut y avoir certaines conditions, voire avec France Travail. Diminution de la contribution. Et à ce moment-là, vous voyez le montant en termes de simulation. Je ne vais pas revenir sur le détail que vous voyez en bas, où on aurait un montant qui prendrait l'aide de la GFIP, l'aide de l'État et la baisse de la contribution dans ce cadre-là.
Quand on est une entreprise de moins de 20 salariés, évidemment, il n'y aura pas de baisse de contribution puisqu'il n'y a pas de paiement de contribution. Les aides pour les personnes. Donc, vous avez un apprenti qui est en situation, qui est reconnu travailleur handicapé, il pourra bénéficier à titre personnel pour compenser sa situation de handicap, par exemple pendant sa formation, d'aides techniques, par exemple, pour suivre ses cours, s'il a besoin d'un logiciel de lecture de caractère parce qu'il aurait une déficience visuelle, on peut le financer. D'aide humaine, par exemple, de traducteurs à ce niveau-là, même si dans votre entreprise, on finance directement des traducteurs. D'aide au déplacement, ça c'est très important. Si vous aviez un salarié qui a un apprenti ou une personne en contrat de pro qui a des difficultés de déplacement, la GFIP peut financer un taxi ou un VTC ou adapter le véhicule. Des aides aux prothèses auditives, on peut financer des prothèses auditives jusqu'à, en tout cas participer, jusqu'à hauteur de 850 € par prothèse auditive. Et puis une aide pour aider à l'intégration de la personne. Si pendant le premier mois, elle avait des difficultés financières, on peut lui verser une aide. Et à nouveau, des appuis spécifiques qui peuvent permettre d'évaluer la situation de handicap pour la personne pour soit consolider son projet au départ, avant de venir chez vous, soit valider certains éléments pour la formation. Je viens ensuite sur le CFA. Donc, au niveau du CFA ou au niveau du centre de formation pour les personnes en contrat de professionnalisation, nous allons avoir des aides pour adapter les situations de formation. Ce n'est pas à vous de le financer. Nous intervenons directement auprès du CFA. Et le CFA, pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, aura aussi une aide de l'OPCO à ce niveau-là. Nous interviendrons en complémentarité. C'est le rôle du référent handicap de s'en occuper dans le CFA. L'AGEFIP va intervenir avec des aides financières pour le CFA. D'ailleurs, nous allons intervenir aussi pour les entreprises qui ont des accords d'entreprise pour les CFA directement parce que c'est le CFA qui a cette responsabilité. Si c'est des employeurs du secteur public, il faudra voir avec le FIP. Nous avons un service qui conseille les organismes de formation qu'on appelle Ressources Handicap Formation. Si vous êtes en relation avec votre CFA et qu'il avait besoin de développer des compétences, n'hésitez pas à lui transmettre cette information s'il ne l'avait pas. C'est le service Ressources Handicap Formation de la GFIP. Et pareil, on pourra mobiliser avec un des partenaires un appui spécifique pour que l'intégration en formation, le suivi en formation se passe dans les meilleures conditions. Quelques éléments. L'AGFI propose différents services pour vous aider. On peut vous accompagner dans la mise en place d'une politique handicap sur la structuration, on peut faire des diagnostics. On peut vous accompagner dans l'information et la sensibilisation. Ça peut être sensibiliser par exemple les managers, former les recruteurs. Tout ça, on intervient dessus. On va avoir différents sites d'ailleurs à ce niveau-là. Je ne vais pas apporter plus de détails que ça. Mais on va avoir des ressources en termes de formation, de sensibilisation. On peut très bien avoir une intervention auprès aussi du collectif, s'il y avait besoin de sensibiliser. Par exemple, pour l'intégration d'une personne sourde, on peut financer une intervention à ce niveau-là. On va avoir aussi des formations pour aider les personnes à se former. Et d'ailleurs, on a une formation de tuteur en ligne qui va avoir des conseils sur l'intégration et, deuxième chose, des conseils spécifiques à chaque situation de handicap. On a 8 formations sur 8 situations de handicap qui peuvent être par exemple les déficiences auditives, les déficiences visuelles, les troubles cognitifs, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles psychiques. Donc on a des modules de formation spécifiques, entre autres. Et on a des formations pour les référents handicap. Enfin, alors, excusez-moi, je n'arrive pas très bien à viser SAIG. Voilà, j'y arrive. Voilà. Là, je vous donne un exemple d'outils de communication que nous avons pour les entreprises. Nous avons des kits de communication sur les situations de handicap, sur l'apprentissage également. Donc, tout ça est à votre disposition et est gratuit. Nous avons des jeux de sensibilisation. Ça peut être voilà, des solutions que vous pouvez mettre en œuvre. N'hésitez pas à me solliciter à la fin. Vous aurez mon mail et je vous répondrai ou vous orienterai. Également, nous faisons des rencontres avec des employeurs. Par exemple, nous aurons des rencontres en Île-de-France sur comment aborder le sujet du handicap en entretien
à ce niveau-là. Nous aurons des ateliers à ce niveau-là. Maintenant, 2 conseils sur la recherche d'emploi, parce que parfois, en tout cas la recherche de profil, il est parfois compliqué de trouver des profils. C'est environ 2% des alternants qui sont en situation de handicap. Donc, c'est à la fois plus de 15 000 personnes, mais à la fois en proportion, c'est quand même faible. Donc, vous avez le site de l'AGEFIP qui peut vous permettre de trouver des profils. C'est notre job board où les personnes s'inscrivent, vous pouvez poser des annonces et aller en CVTech. Vous avez le service public de l'emploi à travers France Travail, Cap Emploi et la mission locale qui peuvent accompagner des personnes en situation de handicap et vous présenter des personnes en situation de handicap lors de vos recrutements et vous accompagner aussi sur les conseils d'intégration. L'APEC fait différents job dating et avec l'APEC de la gare de Lyon, il y a un job dating qui est organisé depuis plusieurs années et n'hésitez pas à prendre contact avec Martine si vous vouliez participer au prochain. Nous aurons d'ailleurs un job dating fin septembre et nous en avons organisé un en juin. Et et bien entendu, directement avec le CFA, qui est l'acteur clé du système, vous pouvez contacter le service relations entreprises ou le chargé de relations handicap, mais ça, le CFA en parlera beaucoup mieux que moi. Quand même, 2 questions. Sur le handicap, quand on est en entretien, parfois on se pose une question, qu'est-ce que j'ai le droit de poser comme question ou pas? Il y a une question qui est validée par le défenseur des droits, c'est vous avez le droit de poser une question sur est-ce que vous avez des besoins d'adaptation? Ça, c'est validé. Évidemment, pas de question sur quel est votre problème de santé, quelle est l'origine également de votre situation de handicap, mais avez-vous un besoin d'adaptation pour le poste? Ça, c'est validé, c'est autorisé. Et j'en ai fini pour ma part. Tu es parfait, François. Tu as tenu presque ton timing. Je suis fière de toi. Merci beaucoup. Je crois que tu as des questions, mais comme je ne sais pas ce que j'ai fait dans le calage du temps de parole, on est un petit peu en retard. Tu as plusieurs questions qui t'attendent, François, dans le chat. Je vais y Merci, répondre sur le chat. merci beaucoup, François. Je vous propose d'accueillir maintenant Bertrand de Ruineau. Bertrand, on ne te voit pas. Tu es où? Je vais te mettre en évidence pour, Je suis là, je suis là. pour tout le monde. Je vais te mettre en évidence. Je te donne le contrôle et j'aimerais te mettre. Voilà, tu vas être au centre du monde, Bertrand. Très bien. Bah déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner du rôle des CFA dans le cadre de l'alternance pour pour notre public d'uniformation. Bertrand, je te laisse te présenter et surtout nous rappeler, alors tu es directeur du CFA Éducation populaire, je l'ai dit sans faute. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de ce que vous proposez? Je vais un tout petit peu vite là sur les diapos. Oui, Voilà. Je vais y arriver, hein. Voilà. Oui, non, Non. c'est un peu sensible. Voilà. Donc, bonjour à tous. Merci Martine de m'avoir invité à cette présentation. Donc, moi, je suis Bertrand Norwino, je suis le directeur du CFA Éducation populaire. Donc le CFA Éducation populaire, c'est ce qu'on pourrait appeler un CFA de réseau. C'est un petit peu particulier puisque en fait, c'est le CFA de la Ligue de l'enseignement, de l'UFOLEP et de l'INFREP, qui est un organisme de formation. Donc c'est un CFA qui a été créé après la réforme de 2018 avec comme objectif de développer l'apprentissage dans les métiers en lien avec l'économie sociale et solidaire et les métiers en lien avec l'éducation populaire. Et donc, à l'intérieur de notre réseau, donc nous sommes ce qu'on appelle un CFA hors les murs, c'est-à-dire qu'en fait, on s'appuie sur un certain nombre de centres de formation qui font partie de notre réseau. Et donc, on propose des formations un petit peu partout en France, en fonction de nos centres, avec trois grands domaines de formation. Les métiers de l'animation, puisque dans l'éducation populaire, il y a évidemment beaucoup d'activités en lien avec l'animation, que ce soit l'animation avec les petits, les jeunes, mais également l'animation à destination des seniors, hein, puisque là aussi, dans les activités qui sont proposées, il y a
a aussi ce travail d'animation. Ensuite, on a une deuxième grand domaine de formation qui est plutôt sur les métiers, les fonctions du commerce, de l'accueil, de la relation. Et puis un troisième domaine sur lequel on est sur les métiers des fonctions support, avec des titres et des diplômes qui vont du niveau, alors de moins en moins sur les niveaux 3, à part dans le secteur de l'animation, puisque le niveau 3 est un niveau sur lequel souvent les entreprises sont un petit peu hésitantes. On aura l'occasion d'y revenir dans nos échanges, même si ça peut donner des bons profils. Mais des formations de niveau 4, c'est-à-dire équivalent bac, de niveau 5, c'est-à-dire des équivalents de BTS, et de niveau 6. Donc on n'a pas de formations qui vont jusqu'au niveau 7, c'est-à-dire l'équivalent du master. Mais on a des formations qui vont jusqu'au niveau 6, de façon à permettre aussi à des apprentis de pouvoir faire des parcours, puisqu'on a, on a aussi un certain nombre d'apprentis qui démarrent par une formation et puis qui finalement ensuite se prennent au jeu, entre guillemets, de l'apprentissage et font des parcours. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir leur proposer aussi des suites de parcours. Donc voilà pour dire quelques mots sur le CFA. Bien évidemment, si vous pouvez retrouver sur notre site internet les lieux où nous sommes présents et les différentes formations que nous proposons par endroit. Oui. Mais on va passer aux autres questions, puisqu'il y a d'autres sujets, Martine, sur lesquels tu souhaites que je puisse aussi apporter des réponses. Oui, donc là, c'est bien. Donc, c'est les formations. Vous avez un maillage national. Voilà. Comment vous faites pour trouver les candidats? Comment est-ce que vous les orientez, vous, vers les formations? J'imagine que ça ne se fait pas magiquement ou d'un coup de baguette magique. Et non, parce qu'effectivement, comme beaucoup de CFA qui n'ont pas forcément la notoriété de très grandes écoles, pour une partie de nos publics, on n'est pas forcément identifié au départ, sauf s'il y a eu le jeu du réseau relationnel qui a fait que. Mais sinon, donc, une partie de notre activité consiste effectivement à sourcer les publics pour pouvoir les proposer aux entreprises. Et donc là, par rapport à ça, bah, en fait, on a deux grands moyens en fait aujourd'hui de sourcer le public, sachant que c'est un petit peu la préoccupation aujourd'hui de beaucoup d'établissements, c'est d'arriver à sourcer du public parce que on sait très bien que si on n'a pas des candidatures à proposer, les entreprises n'ont pas forcément non plus toujours sous la main des candidatures spontanées. Donc nous, on va aller chercher, alors en local, Martine le soulignait tout à l'heure, on a un maillage territorial qui est assez important, donc on va aller sur un travail local pour pouvoir identifier parfois à travers des solutions extrêmement diverses, hein. Ça peut être de la mise en relation avec des associations sportives locales, ça peut être tout type de choses hein, qui permettent en fait d'être en lien avec le public au niveau du territoire et de pouvoir proposer des formations. Et puis, je dirais de manière un petit peu plus classique aujourd'hui, en tout cas, on va utiliser les réseaux sociaux, donc avec des campagnes de communication sur les réseaux sociaux pour présenter les formations et faire en sorte qu'on ait des candidats qui viennent vers nous pour qu'on les amène ensuite à travailler leur projet, hein. Et c'est aussi un élément qui est important, Oui. c'est que la toute première étape, bien souvent, hein, notamment sur les premiers niveaux de qualification, quand je parlais tout à l'heure de niveau 4 et même souvent de niveau 5, hein, et encore plus de niveau 3. Donc on voit bien que le projet de formation, il n'est pas forcément toujours très clairement identifié. Et donc là, nous, en tant que CFA, on a un travail à faire pour bien positionner ce projet de formation par rapport à la représentation que le jeune peut avoir, ou d'ailleurs pas de représentation, et une réalité de métier auquel il va être confronté. Donc ça, c'est un premier travail, c'est un petit peu la base, hein, c'est de faire en sorte que il n'y ait pas des images fantasmées de certains métiers ou des images qui soient un petit peu dévalorisées et que donc on soit dans des orientations par défaut. Donc la première étape, c'est celle-là. C'est vraiment d'arriver à faire en sorte que on ait quelqu'un qui soit déjà un petit peu au clair avec ce qu'il veut faire et avec la formation dans laquelle il veut rentrer. Alors, du coup, là, on est d'accord, tu fais le sourcing, tu revalides avec eux leur projet professionnel, voir si voilà, ils sont alignés sur les différents points. Mais du coup, ils rencontrent quand les entreprises? Ben donc, il rencontre les entreprises dans la foulée, en fait, hein, de ce travail-là. La difficulté,
La difficulté, entre guillemets, elle est toujours de gérer de la temporalité, puisque en fait, la temporalité de l'entreprise qui recrute un apprenti n'est pas la même que la temporalité d'un apprenti qui recherche un contrat, hein. L'apprenti qui recherche un contrat, une semaine, c'est une éternité pour lui sans réponse. Une entreprise qui recrute un apprenti, une semaine, ça file à la vitesse de Toute la allure. lumière. Et donc nous, on est amené à gérer cette temporalité. Donc de pouvoir mettre en relation rapidement des apprentis avec des entreprises que nous avons identifiées, puisque là aussi, on a ce travail d'identification des entreprises. À la fois, c'est une exigence de qualité que l'on a dans les référentiels qui cadrent notre activité, et en même temps, c'est une nécessité, parce que beaucoup de candidats aujourd'hui ne sont pas forcément suffisamment outillés pour pouvoir faire cette démarche tout seul, hein. Et donc là, nous, dans notre activité, je pense que dans plus de 90% des cas, c'est nous qui faisons ce travail de mise en relation avec l'entreprise pour pouvoir faire en sorte que, au bout du compte, il y ait une décision de recrutement d'un des candidats que nous avons pu proposer. Est-ce que toi, tu sens une différence entre les différents niveaux? Est-ce que c'est plus facile de mettre en relation un jeune plutôt sur des formations infra-bac ou post-bac, ou honnêtement, ils sont préparés de la même façon et du coup, l'entrée en contact est plus difficile ou plus facile? Alors, souvent, sans faire de généralité, mais c'est vrai que souvent, quand même, cette mise en relation, elle est un petit peu plus complexe sur les premiers niveaux que sur les niveaux du supérieur, puisque quelqu'un qui va s'engager dans une alternance sur un niveau licence-master, il a fatalement déjà un niveau de formation préalable, il a réfléchi aux différentes options possibles en termes d'orientation, donc son projet, et puis il a une expérience aussi, il a une première expérience qu'il a acquis à travers des stages ou même avec un contrat d'apprentissage. Donc ça change quand même beaucoup la relation, hein. Elle est très différente de quelqu'un alors, sauf pour sur les premiers niveaux, des gens qui ont déjà une idée métier très précise, hein. Quelqu'un qui, sur certains métiers, par exemple, de ce qu'on appelle les métiers de la main, il y a des jeunes qui ont une représentation et qui veulent se lancer dans la menuiserie, dans les bénisteries, donc ils ont déjà une représentation. Mais sur des métiers en lien avec ceux que j'ai cités, que ce soit l'animation, les métiers du commerce et les métiers des fonctions support, les représentations, elles ne sont pas forcément là. Donc, D'accord. des représentations qui ne sont pas très claires, une expérience qui est souvent aussi plus limitée, fatalement, Mm, puisqu'on est mm, sur les premiers niveaux. Donc, finalement, cette rencontre, elle est aussi plus difficile mm. avec l'entreprise, parce que on va pas pouvoir trouver immédiatement un terrain de discussion autour de l'activité professionnelle, comme on va le trouver avec quelqu'un qui est un peu plus âgé, ou comme on va le trouver avec quelqu'un qu'on recrute Ok. sur un poste de salarié. Mm, mm. Donc tout ça pour dire voilà que c'est pas que les candidats sont moins préparés, c'est qu'ils Non. sont moins avancés et Mm. que voilà le recruteur doit être plus euh, obligeant ou plus voilà plus Mm. souple avec des profils les moins capés. Tout à Qui fait. gère les contrats d'alternance? Parce que ça c'est vraiment Alors, une question que se posent les dans entreprises. Dans bien des cas, pour ce qui nous concerne, hein, dans bien des cas, ce sont nos équipes, hein, qui gèrent les contrats d'alternance pour l'entreprise. Alors bien évidemment, c'est l'entreprise qui signe le contrat, hein, c'est l'entreprise qui signe la convention de formation, mais nous, on fait tout le travail préparatoire de constitution du CERFA, de la convention de formation, du circuit qu'il va falloir utiliser pour déposer ces documents et donc faire valider le contrat d'apprentissage. Donc c'est nous qui, à l'exception de quelques grosses entreprises, hein, je sais que sur un de nos sites, on a des contrats avec EDF. Donc là, EDF, ils ont toute l'artillerie lourde qui permet de gérer les contrats d'apprentissage. Donc ils nous disent, non, on va s'en occuper, vous inquiétez pas. Mais pour les autres, pour beaucoup d'autres entreprises, c'est un service, hein, qui est bien pratique, et en particulier pour les petites entreprises qui, sinon, se tourneraient vers c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, hein, se tourneraient vers leur comptable, mais sachant que le comptable n'est pas forcément non plus un spécialiste du contrat d'apprentissage. Et donc, là, nous, on apporte un vrai service pour pouvoir dire, voilà, votre contrat, là, nous, on vous garantit qu'il est conforme, vous pouvez le signer, c'est quand même de votre responsabilité, mais on vous fait tout le travail préparatoire. Ok.
alors donc ça, on voit bien que le contrat, vous le gérez en amont, mais quand le jeune arrive au sein de l'entreprise, vous êtes là, vous n'êtes pas là, vous... Alors, on est là, on est là. C'est même un moment, enfin, moi je considère que c'est le moment le plus, enfin, il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas, pour moi, c'est l'un des moments les plus importants dans l'intégration dans l'entreprise. Jean-Christophe en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est un moment qui est particulièrement important. Et là aussi, c'est vrai que dans la temporalité et dans la manière d'appréhender les choses, entre l'entreprise et l'apprenti, il peut y avoir des décalages qui sont importants. Pour l'apprenti, ces premiers jours, c'est quelque chose de capital. Donc, il découvre un environnement nouveau, il découvre l'apprentissage des codes sociaux à l'intérieur d'une entreprise, il découvre plein de choses qui sont totalement nouvelles pour lui, qu'il ne comprend pas forcément toujours. Et alors que pour l'entreprise, ou en tout cas pour les gens qui accueillent, bah, c'est leur quotidien. C'est leur quotidien professionnel. Donc, on le voit. Moi, je le vois aussi pour accueillir en ce moment un apprenti. Il y a des usages où, quand les gens arrivent dans nos bureaux, ils font le tour des bureaux pour dire bonjour. Ben ça, si on ne l'explique pas à un apprenti, il va aller directement dans son bureau et donc les gens vont penser qu'en fait, c'est pas, il communique mal, il est renfermé, etc. Alors qu'en fait, c'est juste une question de codes qui ne sont pas Oui. forcément écrits et qui sont partagés par les gens qui sont là depuis longtemps, mais pas forcément, évidemment, par quelqu'un qui arrive. Donc, pour moi, c'est vraiment une partie qui est très très importante. Et donc nous, dans cette période-là, on est attentif et on est en contact avec l'entreprise pour pouvoir faire en sorte que les premiers jours se passent le mieux possible ou qu'on essaye très vite, entre guillemets, de relativiser certaines perceptions que peut avoir l'apprenti. Hein. On s'occupe pas de moi, on m'a mis dans un coin, je sais pas trop ce que je vais faire. On m'a pas encore expliqué comment les choses allaient se passer. Donc, très vite, il faut arriver à faire en sorte qu'on puisse avoir un vrai dialogue à trois entre l'apprenti, le maître d'apprentissage et le CFA, pour faire en sorte que cette période-là, on régule toutes les petites difficultés qui sont souvent des micro-grains de sable, hein, c'est vraiment pas des choses très très importantes, mais qui peuvent avoir très vite des conséquences sur la perception que l'apprenti va avoir et sur la perception que l'entreprise va avoir aussi de ce jeune qui vient d'arriver. Bertrand, est-ce que tous les CFA sont comme vous dotés d'une sorte de médiateur ou de responsable relations entreprise? Ouais, globalement, oui. Alors, globalement, oui. Après, moi, je sais que pour moi, c'est un élément important, donc je sais on y attache une importance particulière. Je parlerai pas au nom de l'ensemble des CFA, mais en tout cas, Mhm. c'est un élément Non, qui est important. c'est Alors, commun. Ouais. c'est pas forcément un poste de médiateur, hein, d'ailleurs, Médiateur, puisque c'est la relation le entreprise, hein. médiateur Mm. au sens réglementaire du terme, puisqu'il existe hein, dans le Code du travail, donc le médiateur, c'est quelqu'un à qui on va faire appel quand il y a une situation de litige, hein, qui relève du code du travail ou quand on est proche d'une situation de rupture qui là aussi peut être problématique. Donc là, on peut mobiliser un médiateur. Donc on fait un travail de médiation, hein, ça c'est évident, mais chez nous on ne parle pas forcément de médiateur, on va plutôt parler de chargé de relations entreprises ou de référent de la formation, puisque souvent le jeune a commencé sa formation et donc il y a un référent formation qui est aussi en contact avec l'entreprise. Et donc là, dans cette période-là, on va essayer de faire en sorte que les planètes s'alignent entre l'apprenti et l'entreprise pour que toutes les conditions soient bonnes et aussi, encore une fois, je suis très sensible à ces questions de temporalité, que l'apprenti se mette bien dans la bonne temporalité. Hein, Mm. parce qu'on a des jeunes qui vont se dire, bah là, ça fait une semaine que je suis là, on m'a rien fait faire, etc. Alors que l'entreprise a en tête la progressivité des apprentissages, c'est qu'il faut passer par certaines étapes, mais ça, c'est des éléments qui peuvent très vite susciter de la démotivation, en particulier enfin, j'allais dire chez les jeunes générations, mais je pense que ça a toujours été un petit peu comme ça. Hein, donc, on n'a qu'à se souvenir les uns et les autres Mm. de la première entreprise dans laquelle on est rentré hein, et de la manière dont on a vécu nos premiers jours. Donc, Mm. Mm. alors, on était peut-être moins revendicatif, mais on avait exactement les mêmes perceptions. Hein.
Donc ça, c'est au moment de l'intégration et puis au cours du parcours de formation, comment ça se passe? Alors déjà entre vous, CFA et l'élève, voilà, qui gère comment c'est géré, et puis surtout entre l'entreprise et le CFA. Moi, j'ai entendu plein de choses d'entreprise. Comment ça se passe chez vous et comment ça devrait se passer normalement? Voilà, pour tout le Alors, monde. chez nous, ça se passe par l'intermédiaire de points d'étape avec l'entreprise. On a commencé à développer aussi un outil de liaison en ligne qui s'appelle Studea. Alors, comme tous les outils, il résout pas tous les problèmes, mais il facilite la circulation des informations. Mais surtout, ce qui est important, effectivement, c'est d'avoir un lien régulier, alors qui peut être planifié parce qu'on est sur des étapes d'apprentissage, mais aussi des échanges moins programmés pour pouvoir faire le point, en particulier dans la demande de l'entreprise, hein, qui peut se tourner vers le CFA quand elle ressent une difficulté particulière, une difficulté d'apprentissage, une difficulté de comportement, des interrogations. Donc, je pense que l'échange entre le CFA et l'entreprise est très important. Et donc, alors, encore une fois, je ne vais pas parler pour tous les CFA, je ne parlerai que dans notre cas. Donc, on essaye d'avoir de la disponibilité, mais on sait aussi que les entreprises n'osent pas forcément spontanément aller vers le CFA parce que c'est le centre de formation, il y a ce qui se passe en entreprise, puis il y a ce qui se passe au CFA. Donc l'entreprise peut se dire, bon, je ne vais pas forcément aller interpeller le CFA si je constate que le jeune ou la jeune est en difficulté sur certains points que sur lesquels j'essaie de le faire monter en compétence. Donc, mais ça, je pense que faut vraiment avoir ce réflexe-là, en fait, hein. On va ne pas aborder le suivi post-formation parce que je sais que vous accompagnez, vous êtes proactif dans tout ce qui est accompagnement, insertion, si le jeune n'est pas gardé au sein de l'entreprise. Donc, vous, en tant que CFA, vous proposez voilà, des solutions. Si tu devais donner voilà, des conseils voilà, sur le choix d'un CFA, sur le choix d'une formation, tu as 1 minute. Une minute. Alors, sur le choix d'un CFA, moi je pense que ce qui est important, c'est de vérifier le service que le CFA va apporter, hein, donc le service qui propose à l'entreprise sur des choses assez basiques comme qui va être mon contact tout au long de la formation, hein. C'est une question très simple. Est-ce que le CFA me donne le nom d'une personne, un numéro de téléphone, une fonction qui va être mon interlocuteur tout au long du parcours, hein. Et est-ce que le CFA me propose un calendrier, des temps d'échange, etc. Mm, Pour moi, c'est les petits détails qui montrent qu'il y a une véritable logique d'alternance qui va être mise mm. en place. Ouais, Sur c'est le choix pro. de la formation, je dirais que là, en général, c'est quand même très en lien avec une activité, hein, mais je pense que dans certains cas, la discussion avec le CFA est intéressante parce que, bon, je pense notamment sur les métiers des fonctions support, hein, on peut avoir des petits décalages et donc on peut se dire, bah tiens, enfin quand on est du point de vue d'entreprise, on peut se dire, bah tiens, je vais prendre ce type de formation et puis au final, par rapport à l'activité qui va être confiée à l'apprenti, il y a peut-être une alternative sur un autre titre professionnel ou sur un autre Mm. diplôme qui serait peut-être un peu mieux adapté. Et ça, l'entreprise, elle ne connaît pas forcément tous les diplômes et toutes les certifications qui existent en France aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Mm, mm. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir cet échange-là avec le CFA. Donc voilà. Bon, eh ben super. Merci beaucoup Bertrand d'avoir accepté d'être notre témoin CFA du jour. Je pense que tu as beaucoup de questions. Bon, Pas beaucoup, mais quelques. quelques. Voilà, je te laisse regarder et Alors, y répondre. Je vais donner la main. Alors, vous aurez dans le support, voilà, un petit peu d'informations sur le CFA, sur les sites, les formations, voilà, où ils sont présents. On ne va pas vous laisser tout seul sans info, avec évidemment un mail de contact. Ouh là là, mais on est très en retard. Je crois que c'est à Jean-Christophe à reprendre la parole.
Non, mais Martine, on ne va pas détailler ce point-là. On va plutôt laisser la parole à Abdoulaye Abdoulaye, derrière. Par contre, juste un mot pour vous dire que vous avez tous les outils en ligne à disposition sur notre site internet, le simulateur dont j'ai parlé, vous aurez le lien et tous les autres outils. Et surtout, n'hésitez pas à contacter notre délégation territoriale qui vous accompagnera. En complément de tout ce qui a été dit, voilà, vous avez un acteur en plus, c'est l'OPCO, qui peut aussi vous accompagner. Et je laisse la parole tout de suite à notre dernier intervenant. merci beaucoup, Jean-Christophe. Alors, Abdoulaye, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ah, t'es où? Je te vois pas. Tu es par téléphone peut-être? Non, je suis bien dans la Non, non, réunion. t'es là, mais je ne te vois pas. Donc, c'est pas très très grave. J'aurais voulu juste te mettre en évidence pour que tout le monde te voit, mais je ne te retrouve pas. Ce n'est pas grave. Donc, Abdoulaye, tu étais déjà notre témoin l'année dernière. Tu te présentais pour la première fois, donc tu es responsable des relations écoles au sein de l'immobilière 3F. Ça n'a pas Exactement. changé. Bien. L'année Toujours. dernière, tu nous avais déjà partagé, voilà, présentez vous votre stratégie de recrutement, voilà, votre planning de recrutement des alternants. Alors, juste pour ceux qui ne te connaissent pas, ben, je voudrais juste que tu me rappelles un petit peu ce que vous faites Bien sûr. au sein d'Immobilière 3F. Et puis, voilà, quelles sont vos pratiques de recrutement, ça on y viendra après. Je voudrais juste que tu rappelles, voilà, ce que vous faites. Bien sûr. Pas de souci. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je me présente rapidement, on va dire personnellement. Je suis Abdoulaye Diaby, donc je suis responsable relations école chez Immobilière 3F. Donc ça fait 3 ans que je travaille chez 3F. J'ai commencé en tant que chargé de recrutement et j'ai pu évoluer l'année dernière sur ce poste-là. Donc tout simplement, on a un pôle vraiment relations école qui va gérer toute la politique jeune de la société. Donc tout ce qui va toucher à l'alternance, la politique de stage, la marque employeur et voilà le développement, on va dire, des partenariats en ce sens-là. Et pour présenter un peu plus 3F pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est un bailleur social. On est le premier bailleur social, donc notre vocation, c'est de construire des logements et de les mettre à disposition des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se loger sur le marché privé. Donc aujourd'hui, on compte environ 5000 salariés sur l'ensemble de la France. On va gérer plus de 300 000 logements et foyers et commerces. Donc ça représente à peu près plus de 700 000 locataires. Ah oui. Et la plupart de nos collaborateurs, donc tous nos collaborateurs sont répartis sur 12 sociétés en tout. Donc on a Immobilière 3F qui est notre maison Mère. et la filiale en Ile-de-France parce qu'on fait partie du groupe Action Logement. Et on a une agence par département en Ile-de-France. Donc chaque département va gérer les logements qui vont être construits sur son département. On a aussi 3F Résidence qui va construire des résidences par thématique dédiées, donc à des publics vraiment spécifiques. Donc, par exemple, pour des personnes en grande précarité, des personnes âgées, des étudiants, des foyers jeunes travailleurs, etc. Et on va avoir après des filiales en région. Donc, par exemple, on va avoir Immobilière Rhône-Alpes à Lyon, 3F Grand Est à Strasbourg, 3F Sud à Marseille. Donc, ils vont gérer les logements qui vont être sur ces régions. Et donc, pour développer notre patrimoine, construire, réhabiliter, assurer la gestion immobilière, on va compter vraiment une grande diversité de métiers. Donc, on a plus de 200 métiers qui vont s'articuler autour de 5 pôles, on va dire. On va avoir la maîtrise d'ouvrage, donc tout ce qui va être développement foncier, le montage, le suivi des opérations, l'architecture. Ensuite, on va voir tout ce qui va être attrait à la gestion locative et sociale, donc comment attribuer un logement, le paiement des charges locatives, des charges d'accompagnement social, qui est un très beau métier qui vont gérer, qui vont aider les personnes en grande précarité. Et les métiers ce qu'on appelle de la proximité, c'est les métiers du terrain. Donc, c'est les gardiens et les chefs de secteur, qui sont les managers des gardiens et qui représentent plus de la moitié des salariés d'Immobilière 3F. Après, on va avoir tous les métiers de l'accession sociale. Donc, l'accession sociale à la propriété, c'est-à-dire la vente chez nous, ça représente une petite partie de notre patrimoine.
On va avoir ensuite les métiers de tout ce qui va être attrait à tout ce qui va être maintenance technique du bâtiment et de la réhabilitation, puisque voilà, notre patrimoine vieillit et il faut le rénover. Et enfin, on va tout mettre à l'intérieur, mais voilà, c'est tout ce qui va être fonction support. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce que fait 3F. Voilà ce que fait 3F dans les grandes lignes. Ok. L'année dernière, je me rappelle, tu as fait une politique de recrutement en alternance qui était très ambitieuse. On a vu que voilà, le marché était peut-être moins favorable. T'en es où cette année? C'est quoi la volumétrie? Alors effectivement, on est toujours sur une politique, alors toujours aussi ambitieuse, donc avec une soixantaine d'offres en Île-de-France sur tout type de profil. On a une vingtaine d'offres aussi en région. Aujourd'hui, on est quasiment, parce que voilà, on dissocie les nouveaux contrats et les personnes qui sont déjà là, mais Oui. on est sur environ 140 alternants sur toute la France. Donc, contrairement à l'année dernière, on avait continué à augmenter en termes de volume. Là, on a décidé de rester sur la même volumétrie, entre guillemets. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe en termes d'application et de mise en œuvre de cette politique alternance? Bien sûr, bien sûr. On a comme je disais, voilà, une politique vraiment ambitieuse et toujours, on va dire, en développement, avec, comme je disais, près de 140 alternants à peu près actuellement. Donc, il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, on était à une soixantaine d'alternants. Donc, déjà, voilà, on voit quand même il y a eu un fort développement. Comme l'ont dit François et Bertrand, on veille vraiment à ce que l'alternant déjà soit bien intégré. Je pense que c'est l'information principale qu'il faut retenir aujourd'hui. Mais on veille à ce que l'alternant, en tout cas, vienne bien en appui déjà et non en remplacement d'un CDD, CDI. Ça, c'est aussi important de le dire. Avoir recours à l'alternance en se disant qu'on va faire des économies, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'accompagner un jeune, ça prend du temps et une équipe qui est débordée, en fait, ça fera l'effet contraire. Elle pourrait être encore plus en fonction du niveau et de l'autonomie du jeune recruté. C'est aussi primordial aussi de prendre soin des alternants, qui sont en réalité les meilleurs ambassadeurs pour sourcer des bons profils dans d'autres services, par exemple, puisqu'ils communiquent auprès de leurs camarades, ils optent des candidats, etc. Et c'est vraiment une réussite, en tout cas chez nous, quand on constate un peu sur le retour sur investissement, puisqu'en matière de recrutement, on a sur l'année dernière, en tout cas, on avait, sur les contrats de cette année, on est à peu près, sur ceux de l'année dernière, pardon, on est à peu près, on est à 40% de contrats dans la continuité de leur alternance. Donc, ce qui est vraiment. Et je parle hors alternance, hein, bien sûr. D'accord. Ah oui, donc c'est un bon taux de transformation. Exactement, oui. Oui. Ok. Et du coup, et on essaie aussi d'avoir une politique alternance qui est vraiment attractive et, on va dire, sur mesure, avec un parcours d'intégration vraiment dédié. Donc, l'intégration, ça commence pas quand l'alternant il arrive. Ça commence vraiment avant la prise de poste. Donc, c'est nous les chargés de recrutement. Voilà, ils accompagnent les jeunes. L'idée, c'est vraiment de maintenir le lien déjà avant la prise de poste. Donc, par exemple, nous, on va faire des recrutements dès mars, avril. Une fois que la personne, on sait qu'on va la recruter, il ne s'agit pas de ne plus donner de nouvelles jusqu'au 1er septembre. Et donc le pré-boarding, ce qu'on appelle le pré-boarding, en tout cas, c'est la première étape de l'intégration. Et ça rassure le jeune pour qui l'alternance, c'est peut-être, comme vous le disiez tout à l'heure, la première expérience en entreprise. C'est aussi une façon de sécuriser le recrutement et de limiter le risque de désistement avant la prise de poste. Donc aujourd'hui, voilà, les jeunes ont de plus en plus, entre guillemets, de facilité à se désister à la dernière minute ou en tout cas, voilà, à trouver une autre entreprise. Donc voilà, on reste en contact vraiment tout au long du process. On tient informé de la mise en place du contrat, le retour par rapport à l'école. Et bien sûr, on reste disponible pour échanger, pour répondre aux questions, etc.
Et après, l'onboarding, vraiment là, dans le vif du sujet. Donc ça, c'est vraiment l'étape cruciale pour nous aussi. C'est pourquoi on offre vraiment un parcours d'intégration vraiment structuré. Donc il y a à l'arrivée un mail de bienvenue avec tous les liens utiles, les contacts, les outils. Ensuite, il y a un cursus de formation complémentaire qui est mis en place, donc vraiment adapté, c'est-à-dire que sur chaque métier, les besoins ne sont pas les mêmes, donc il est vraiment adapté. Ensuite, on organise un webinaire RH en interne qui est co-animé avec avec les équipes avec mon équipe, on va dire des relations écoles et la paye, puisque il y a beaucoup de questions par rapport au congé, par rapport à la paye, des avantages, la carte ticket restaurant qui est gérée chez nous par le service paye. Tous les outils, des guides, des FAQ, des pages intranet dédiées, une communauté Teams aussi que les alternants ont. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi Viva Engage, notre réseau social où ils ont une page. Donc vraiment plein d'outils et plein de liens utiles à leur donner. Ensuite, on organise aussi un séminaire d'intégration au niveau du groupe, donc on le fait à Paris, qui permet de créer du lien, qui permet de se situer dans l'entreprise, de se constituer aussi un réseau interne. Donc ça, c'est un séminaire, c'est vraiment une... Ah, attends, t'entends plus. Attends, j'ai fait une bêtise. C'est bon? Parce que... Ah, c'est bon? Merci. J'espère que ça fait pas longtemps. Non. Vas-y. Alors, tu disais, Bon, parfait. Vas-y, je continue. disais, je reprends juste le séminaire. Donc, on fait un séminaire Voilà. d'intégration qui est une étape cruciale aussi de notre parcours d'intégration où on les invite. Voilà, on invite tous les alternants de France à venir à Paris et à créer. Voilà, ça permet de créer du lien, de se situer dans l'entreprise, de se constituer aussi, comme je disais, un réseau interne. On fait un questionnaire de satisfaction post-intégration pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a peut-être pas fonctionné aussi. Et il y a un suivi vraiment tout au long du parcours, tout au long de l'alternance. Et en fin d'alternance, on fait aussi entre guillemets un état des lieux pour savoir comment transformer éventuellement le contrat en CDI pour les personnes pour les alternants pour lesquels ça s'est bien passé entre guillemets. Donc voilà. Alors, ouais, tu vois, Abdoulaye, il y a déjà des questions. Avez-vous mis en place un système de parrainage-marrainage entre alternants et salariés titulaires en plus du tuteur? Alors non, on n'a pas de système, on va dire pas de parrainage ou de cooptation pour l'alternance. Mais après, je pense que les jeunes entre eux, voilà, c'est plus entre guillemets de l'entraide quand ils vont nous donner les CV de leurs amis, de leurs camarades qui n'ont pas trouvé d'alternance. Mais on n'a pas de système de parrainage au niveau d'alternance. Ok. Et puis il y a Anita qui demande, est-ce que tu peux préciser ta campagne d'alternance? Parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de mars-avril. Mais là, c'est vraiment l'analyse du besoin, la définition de poste, chez qui on ouvre, ou c'est vraiment là, tu lances les relations école et puis tu tapes dans le dur. Ouais, non, nous, la définition, la budgétisation, la définition des besoins, etc., on va dire, ça va commencer plus en janvier, février. Mars, on va s'arrêter sur des postes. Pour expliquer un petit peu, alors nous, on a changé un peu de stratégie. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait à chaque direction, on leur demandait qu'est-ce que vous avez besoin comme poste? De quoi avez-vous besoin comme poste? Combien de postes vous voulez, etc. Et eux, ils nous envoyaient le nombre de postes qu'ils voulaient, etc. Mais c'est un peu compliqué en termes de budgétisation parce que voilà, on va dire qu'on nous demande tout et n'importe quoi, entre guillemets. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est arrêté sur un nombre de postes au global, au niveau du groupe, en alternance. Et en fait, nous, avant, on arbitrait les postes demandés. Mais sauf que les plus à même de nous dire ce dont ils ont besoin vraiment en agence, ça reste quand même les agences, surtout je parle au niveau des opérationnels. Et du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne une enveloppe d'alternants pour une année. Pour l'année, par exemple, pour l'année 2026, je dis à l'agence de Paris, voilà, vous avez
droit à 5 alternants. Et après, c'est eux qui sont en totale autonomie pour choisir les postes sur lesquels ils vont recruter. Et si, par exemple, je te dis, bah non, finalement, j'ai besoin que de 4 ou j'ai besoin de 6, les budgets, enfin, vous dites, t'as 5, tu te débrouilles, ou alors il y a quand même moyen de revoir à la hausse, enfin, j'imagine qu'à la baisse, c'est toujours possible, mais à la hausse, les, Oui, après, à la hausse, on essaie de voir, oui, en fonction on a du bien sûr financement. on a bien sûr des demandes complémentaires. Effectivement, on essaie de voir la pertinence quand même de la demande, mais on peut effectivement, enfin, en tout cas, quand c'est à la hausse, voilà, on peut voir si on peut accepter des postes entre guillemets hors budget. Mm. Et qu'à la baisse, c'est un Vous, peu plus facile. Oui, on s'adapte oui. bien sûr, ça, il n'y a pas de Mm, souci. mm, mm. Vous communiquez donc à partir du mois de mars-avril à l'extérieur, mais vous communiquez où et comment? Alors, on va communiquer déjà beaucoup via. On va participer déjà à de nombreux job dating. Donc, on a par exemple des écoles partenaires comme l'ESPI, donc c'est une école reconnue dans l'immobilier, sur tertiaire. Donc, on va participer à des job dating au sein des écoles. Oui. En même temps, on développe aussi des partenariats avec d'autres écoles. Donc ça, l'ESPI, par exemple, c'est un partenariat vraiment officiel. Il y a aussi d'autres partenariats un peu plus officieux, entre guillemets, des écoles avec lesquelles on va travailler tous les ans et auxquelles on va participer à des job listings. Ensuite, Ouais. on va être présent sur de nombreux salons aussi ou événements prestigieux comme le STP ou même Jeunes en scène auquel on a participé très récemment. On va être Avec présent sur des... l'APEC, jeune en scène. Voilà, exactement. Exactement. Euh, on va être présent sur les réseaux sociaux aussi. Donc, déjà, on va mettre nos offres en ligne. Là, cette année, on a fait une campagne de communication où on a fait des vidéos. Donc, on a choisi 4 alternants et c'était un peu des regards croisés. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous ne nous avez pas vu passer sur LinkedIn. Des vidéos, regards croisés entre tuteurs et alternants qui sont vraiment intéressants, vraiment pas mal et qui donne un peu l'avis des alternants sur leur alternance, tout simplement. Est-ce que tu communiques sur des outils type non spécialisés, par exemple sur des sites de l'APEC, France Travail ou l'Union des missions locales, ou est-ce que voilà, tu communiques uniquement sur des sites dédiés à l'alternance? On va être plutôt sur les sites quand même dédiés à l'alternance, donc sur notre site déjà, nous, Oui, sur notre site F, mais après institutionnel, ouais. on va avoir d'autres, mais ça va être surtout sur des sites, sur des sites, pardon, liés à l'alternance, en tout cas dédiés à l'alternance plutôt. Ok. Tu parlais tout à l'heure, voilà, de toute cette communication, le regard croisé entre le jeune et le tuteur. Alors, je suis d'une autre génération, nous sommes bien d'accord, mais est-ce que toi, tu perçois, voilà, voilà un décalage entre les générations d'alternants qui succèdent chez toi? Euh, c'est quoi leurs attentes et est-ce que tu le sens chez toi en termes d'intégration et de recrutement, d'outils, de moyens? Mmh. Alors, effectivement, bon, on peut remarquer quand même qu'il y a un décalage, on va dire, entre guillemets, générationnel avec les salles d'alternants qui se succèdent. Je pense que c'est comme tout. Il faut apporter de la nuance. Il y a des avantages, on va dire, et des inconvénients un peu partout. Je dirais que les nouveaux alternants, enfin, en tout cas les alternants qui arrivent de la Gen Z dont tu parlais tout à l'heure, euh, ils sont très orientés, en tout cas très au fait on va dire, de l'équilibre vie pro, vie perso, la rémunération. Voilà, c'est un sujet plutôt important pour eux. Alors que nous, par exemple, on est sur la grille, on va dire, légale de l'alternance. Et en termes d'intégration, bon, des fois, ça peut être un peu compliqué, comme disait, alors je sais plus si c'était François ou Bertrand qui en parlait tout à l'heure, mais effectivement, il faut un peu plus prendre de temps pour expliquer, on va dire, entre guillemets, les usages et les bonnes pratiques dans le domaine de l'entreprise. Alors, quand je disais qu'il y a des avantages et des inconvénients partout, je pense que c'est une génération qui a, comme je disais,
qui prend l'équilibre vie pro, vie perso voilà, c'est très important pour eux. Ouais. Et du coup, moi, ce que j'observe chez eux, c'est que c'est important et du coup, ils ne vont pas se rendre malades pour le travail. Je trouve que ça, c'est quand même plutôt positif parce qu'il y a certaines générations qui se sont, voilà, qui ont donné leur santé au travail. Et des fois, ça peut être un peu plus compliqué, par exemple en termes d'horaire. Bon, des fois, il peut y avoir des dossiers importants et certains alternants, 17 heures pour eux, c'est 17 heures. C'est terminado. Si tu me parles d'un dossier important, même exceptionnellement à 17h01, il faudra que ça attende demain. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un peu. Il y a des avantages, des inconvénients partout, mais effectivement, il y a un décalage générationnel sur lequel il faut s'adapter. Il ne faut pas être fermé non plus, puisque les nouvelles générations nous apportent aussi peuvent nous apporter en tout cas Bien de sûr. nombreuses compétences, bien sûr. Par rapport à ta stratégie de l'année dernière, voilà, tout l'ensemble de ta campagne de recrutement, est-ce qu'il y a des choses voilà, que tu as arrêtées parce que ça ne fonctionnait pas, ou au contraire, est-ce qu'il y en a d'autres que tu as mis en place, que tu as confirmé? Voilà. Alors, ce qu'on a arrêté, nous, alors ça, c'est depuis l'année dernière, mais c'est les aides de l'État. Parce qu'il faut savoir que pour avoir les aides de l'État, voilà, il faut remplir de nombreuses conditions, notamment voilà, d'augmenter son effectif, en tout cas pour les entreprises de plus d'un certain nombre de salariés. Donc nous, ça devenait contraignant en fait d'augmenter à chaque fois le nombre d'alternants pour avoir les aides de l'État. C'est ce qu'on a arrêté de demander. Mais après, sinon, non, au contraire, nous, on essaie de développer au maximum au niveau de la campagne de l'alternance et on essaie de créer de plus en plus de choses, de développer, comme je vous disais tout à l'heure, des partenariats. Donc, on est plus dans la création que dans l'arrêt de choses. Est-ce que tu veux bien partager quelques tips? Des bons trucs ou des trucs qu'il ne faut pas faire, voilà, des bons conseils à nos différents participants. Ouais. Bah, encore une fois, bon, je vais me répéter et je vais répéter un peu ce que disaient tout à l'heure mes collègues, mais vraiment mettre une vraie importance sur l'intégration, le parcours d'intégration, l'onboarding et même le pré-onboarding. Ne pas négliger l'intégration d'un collaborateur. Il se fera une idée vraiment rapidement du coup de l'entreprise à son arrivée et puis voilà. Pour toi, c'est vraiment un moment qu'il ne faut pas louper. Ouais, il faut vraiment pas le louper. Faut vraiment pas le louper parce que, par exemple, voilà, un jeune qui arrive dans une entreprise, il n'est pas accompagné, ou alors il n'a pas forcément de tuteur, ou alors le tuteur qui a été désigné d'office sans être volontaire, va lui faire ressentir directement en fait que il n'est pas le bienvenu. Donc, non, vraiment mettre beaucoup d'importance sur l'onboarding. Et après, essayer vraiment aussi un petit tip, c'est essayer de créer pour les entreprises qui ont beaucoup d'alternants, essayer de créer une vraie communauté d'alternants, des outils en place via lesquels ils pourront discuter entre eux, échanger entre eux. Nous, on a des alternants voilà, qui au siège, qui ont un groupe et qui essaient, par exemple, de créer des moments conviviaux entre eux, de faire des déjeuners de temps en temps, de se connaître. Donc, c'est vraiment important. Compliqué. Oui, puis c'est pas compliqué à mettre en œuvre. Tout à fait. Exactement. C'est OK. D'autres points? Non? D'autres conseils? Non, c'est déjà bien, hein? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. C'est bien. Bon, et ben en tout cas, merci beaucoup Abdoulaye pour ton intervention. Ah oui, alors il y a quand même une question qui revient, pardon. Monsieur Diaby, prenez-vous des alternances en TFP avec AFPOLS pour gardien d'immeuble? Alors, c'est une bonne question. Malheureusement, actuellement, on ne prend pas d'alternance sur le métier de gardien. On prend que des stagiaires. On prend que des stagiaires.
mais on ne prend pas d'alternant sur le métier de gardien. Bon, Laurence, vous avez votre réponse. C'est terminé. Merci à tous nos intervenants nombreux. Merci à François de l'AGFIP Île-de-France. Merci à Bertrand du CFA. Voilà, ça y est. Non, du CFA, l'éducation populaire. Voilà. Bravo. Bravo. Bravo Martine. Merci Abdoulaye pour ta disponibilité. Je sais que vous êtes en plein déménagement, donc encore merci à toi de t'être vraiment organisé. Merci à Jean-Christophe Boulanger. Merci pour tout. Jean-Christophe. Et puis là, comme je vous l'indiquais en préambule, enfin surtout Jean-Christophe, parce que moi j'ai eu des petits soucis techniques, mais on a enregistré le webinaire, donc il vous sera normalement envoyé dans les meilleurs délais. Si vous participez sous un autre